Bienvenue dans le deuxième épisode de mon podcast sur le jeu Le Temple des Vents de Sandrone. Le premier épisode a été assez long parce que bien que j'avais créé mon personnage en amont, j'ai voulu un petit peu présenter l'univers que j'avais créé par-dessus l'univers pour pouvoir commencer à jouer et que vous situiez un petit peu le personnage que j'avais créé. Cette fois-ci l'épisode sera un petit peu plus court, compte tenu du fait que eh bien, tout ceci a déjà été fait, et donc on va se lancer dans le jeu tout de suite. Au lieu de vous faire un petit récapitulatif, alors je suis désolé si vous entendez derrière le bruit, c'est mon chat qui joue. Je vais le garder dans le podcast parce que je peux pas empêcher cette pauvre bête d'exister. Bref, donc du coup, comme je disais, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé précédemment. Et pour cela, je vais vous lire ce que j'ai noté dans le journal de mon personnage, qui, je rappelle, s'appelle Anami, et est une elfe. Donc du coup, je tiens un journal physique, dans lequel je dessine 2-3 trucs, et j'écris le journal du personnage petit à petit. Et donc, je vais vous lire ce que j'ai noté de la partie précédente, et ensuite, eh bien, nous irons directement en jeu. Enfin Aeronia. On m'avait rapporté que ce pays était froid et que l'air respirait la liberté. Je n'imaginais pas à quel point c'était le cas. Je vois un grand fleuve en contrebas à l'est avec de longs bateaux dessus. J'aimerais bien les voir de plus près, mais je sens le monstre qui déjà s'éveille en moi. Plus tard, la brume s'est levée, dense et froide. J'ai à plusieurs reprises manqué de tomber en glissant sur ces foutus cailloux. Elle a duré au moins 1 heure, peut-être 2. Mon sens du temps n'était plus présent lors de cette brume. Après 1 heure de marche de plus, sans cette brume, je suis enfin arrivé sur un terrain plat. Je suis enfin en Aeronia. Le petit village de Rameau m'accueille. J'y ai rencontré un homme lézard dont je n'ai pas demandé le nom, mais avec qui j'ai discuté un petit peu. Il m'a dit qu'il y avait du grabuge apparemment vers Obsidienne à l'ouest, sur la route. Je l'ai ensuite quitté pour aller manger à l'auberge de Rameau. Reprenons donc la partie ici. Le repas qu'Anami a fait le temps de midi était assez copieux, assez riche, assez gras. D'un autre côté, Rameau est pas une ville, un petit village qui est accolé aux montagnes, et les gens qui y passent sont généralement des voyageurs ou des caravaniers. Et dans un cas comme dans l'autre, ils ont besoin de force pour gravir la montagne, ou ils ont besoin de reprendre des forces vu le dénivelé qu'ils viennent de descendre. Donc du coup, c'est pas vraiment de la nourriture très légère qu'il y a dans les environs. Ça fait un petit peu bizarre à Nami, qui est, même si elle n'est pas vraiment une ascète, est quelqu'un qui a un grand contrôle, on va dire, sur sa nourriture et sur sa discipline alimentaire. Elle n'a pas vraiment l'habitude de manger aussi gras et autant en termes de quantité, mais elle le fera avec plaisir parce que, mine de rien, le dénivelé était quand même assez fatigant, et elle sait qu'elle a besoin de force pour pouvoir continuer sa route vers Obsidienne. Elle aura profité aussi du temps de midi pour pouvoir discuter un petit peu avec les gens, avec les locaux, qui sont plutôt accueillants, et qui du coup lui auront donné quelques informations. Par exemple, elle sait que Obsidienne, c'est simple, il y a une route, il faut rester dessus, la suivre, ne pas prendre les embranchements, et on arrive à Obsidienne. Mais pour cela, il y a 2 jours de voyage, ce qui est quand même assez conséquent. Elle songe à demander à louer une monture, mais rapidement elle voit que c'est pas vraiment l'ambiance. C'est-à-dire qu'il y a personne il n'y a pas vraiment d'écurie, c'est juste quelques paysans, et aucun des paysans n'accepterait de lui prêter un animal de bas dont il a besoin, lui, pour ses tâches journalières. Donc du coup, elle est résolue à passer eh bien, encore quelques jours sur la route. Elle va aussi faire 1 ou 2 provisions, ne serait-ce que parce qu'elle vient de passer 2 semaines, pas 2 semaines entières, mais en tout cas elle vient de passer quelques jours dans des grottes. Du coup ses provisions elles ont drastiquement diminué, donc elle va racheter quelques trucs. Et alors que le soleil dépasse déjà pas mal le zénith, elle va reprendre la route
pour Obsidienne, afin d'y trouver, dans cette capitale, des informations sur le Temple des Vents qu'elle recherche. Du coup, je vais utiliser, pour avoir un petit indicateur météorologique, je vais utiliser les cartes Musée Oracle, que je vous conseille, qui sont des cartes sur lesquelles il y a à peu près tout ce qu'on peut faire en termes de tirage aléatoire, des dés, des adjectifs, de l'apparence, des traits de caractère, des mots, des dessins, enfin bref, je vous laisse regarder ça. Donc je vais tirer une de ces cartes pour savoir quel temps il fait. Alors, je tire... Ok. Et du coup, rapidement, après avoir quitté le village de Rameau, les nuages vont s'amonceler au-dessus de la tête d'Anami, et plus prosaïquement sur toute la contrée. L'ambiance va devenir beaucoup plus pesante, l'atmosphère lui-même va devenir plus lourde, plus humide, et donc Anami y voit tous les signes qu'un orage va bientôt éclater. On lui a un petit peu vanté que dans les cuvettes montagneuses, ou même dans les montagnes tout court, les orages étaient particulièrement impressionnants. Et même si elle n'est pas une habitante d'un village de foudre, elle vient, elle au contraire, d'un village de feu, elle admet que la foudre c'est quelque chose qui la fascine, que l'orage a toujours été un grand moment pour elle. Du coup, d'un côté elle est heureuse de voir qu'un orage se prépare parce qu'elle va y assister, elle pourra enfin voir ce qu'est un orage de montagne. D'un autre côté, étant donné qu'elle doit marcher et trouver au plus vite, d'une certaine manière, un artefact, elle n'est pas vraiment à l'aise à l'idée de se prendre une grande saucée dans la tête. Donc du coup elle va prendre dans son sac une cape en cuir souple, qui est un petit peu traité contre l'humidité, pour la pluie, si jamais il pleut. Elle va l'enfiler, et puis elle va continuer sa route, tout simplement. Maintenant je vais tirer un dé pour voir qu'est-ce qu'il se passe, quel lieu peut-on visiter. Alors, dans le bouquin il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de lieux, de villes, de communautés, d'habitants, de faune à rencontrer, et du coup c'est super intéressant. Donc du coup je lance le dé. Ok, ah sympa, d'accord. Au bout d'un moment, la route qu'elle emprunte va contourner une immense colline. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'une partie de la colline est un petit peu rasée. On va dire un petit peu comme s'il y avait eu une carrière. C'est-à-dire qu'on voit que ça a été creusé, mais on ne sait pas si c'est vraiment manuel ou pas, parce que c'est encore très grossier. Mais clairement, il y a une partie de la colline qui a été travaillée, on va dire en tout cas. Et en s'approchant, du coup, petit à petit, pas par pas, elle se rend compte que il y a cette espèce de dénivelé, en fait. Il y a une petite cascade de lave qui coule et qui ensuite serpente dans cette carrière, pseudo-carrière, pour ensuite continuer dans les tréfonds. Clairement, il y a une sorte de grotte qui est remplie du coup de cette lave qui coule. Et dans cette lave, il y a des petites choses qui brillent. Alors, Anami n'a jamais vu de sa vie de la lave en fusion. Elle a vu très certainement de loin un volcan exploser, mais elle n'a jamais vu de près ce que c'était la lave, une vraie rivière de lave. Donc du coup, elle est très intriguée par ça. Parce qu'au fond, Anami, même si elle a l'air assez sérieuse, assez austère aussi parfois, elle est très curieuse. Du coup, elle va s'approcher, pas trop près non plus parce que la lave est très très chaude, hein, bien évidemment, pour voir un petit peu de cette cascade, cette rivière et les choses qui brillent dedans. Et lorsqu'elle s'approchera, elle verra que, en fait, dedans, dans cette lave, il y a des sortes de morceaux de cristaux. Alors, sont-ils magiques? Peut-être, certainement même, puisqu'ils résistent à la lave. Ils sont de plusieurs tailles. Certains sont aussi petits que un quart de pièce d'or. Certains sont un peu plus grands, comme le poing, voire 2 points pour certains. Et ces cristaux sont de couleur un peu blanc nacré. Une nacre qui parfois tire un petit peu sur le rose pâle, parfois sur le bleu ciel. C'est très déroutant en fait de voir ce genre de cristaux, en tout cas pour Anami. C'est très déroutant pour elle de voir ce genre de cristaux, parce que ça lui rappelle un petit peu chez elle. Alors,
les cristaux magiques des landes scintillantes de Frast sont un petit peu différents de ceux-là, mais ça lui rappelle quelque part un peu chez elle, et voir ces cristaux balayés par la lave, ça lui inspire pas mal de choses. Elle vient d'un clan du feu, en tout cas d'un ancien clan du feu qui s'est établi ensuite en cité, et du coup elle a une relation particulière à tout ce qui est chaud, et donc la lave en fait partie, cette espèce de mélange de feu et de terre, ça la fascine. Donc elle va se poser pas trop loin sur un caillou, et elle va méditer un petit peu en regardant ce flot ininterrompu de magma, sur le feu, la nature du feu, la philosophie du feu, sur ce qu'elle peut tirer comme enseignement de ce lieu naturel absolument magnifique, complètement prodigieux presque à ce stade. Donc, du coup je vais écrire dans mon journal les choses auxquelles elle pense. Voilà. Elle y passera quelques dizaines de minutes, maximum une trentaine. Elle essaiera de temps en temps aussi de regarder si elle voit du coin de l'œil un libre élémentaire, ces entités impressionnantes qui sont des sortes de flux élémentaires vivants, conscients, avec lesquels on peut parfois discuter. Elle en a quelques-uns chez elle, mais ils sont plutôt rares. Alors que les légendes, en tout cas, veulent que dans Aeronia, ce soit quelque chose de très courant. Les libres élémentaires font partie du pays, et c'est quelque chose de très très courant. Mais hélas, elle n'en verra pas. Les dés l'ont décidé ainsi, et quel dommage. Et du coup, elle décidera, sur ce ciel toujours très orageux, mais sans véritable orage en fait, de reprendre sa route. Route qu'elle arrêtera quelques heures plus tard, alors que le soleil se couche. Ce qui lui fait prendre conscience que les jours sont peut-être un peu plus courts, ou en tout cas ont l'air un peu plus courts, avec le soleil qui se cache derrière les montagnes, il fait vite très sombre. Du coup, elle va faire un petit feu, se préparer à avoir une nuit plutôt froide. C'est la première fois qu'elle est dans un pays aussi froid. Les Landes d'Ofrast sont plutôt tempérées, et plutôt même méditerranéennes en termes de climat. En tout cas, moi je le vois comme ça. Du coup, elle va bien se préparer et elle va passer la soirée tranquille à regarder les étoiles. Je pense qu'elle aura un petit instant de mélancolie quand elle pensera de nouveau à son pays. Elle prend pour la première fois la mesure complète du fait qu'elle est plus chez elle. Lorsqu'elle était encore en voyage, qu'elle allait vers Aeronia, qu'elle était dans les grottes, elle ne se rendait pas forcément compte de tout ça. Enfin, si, bien évidemment qu'elle se rendait compte, mais elle n'avait pas cette impression très concrète d'être ailleurs, d'être loin de chez elle. Du coup, je pense qu'elle aura un petit instant de mélancolie, pas vraiment de tristesse, mais de mélancolie en repensant à chez elle, au fait que peut-être y retournera-t-elle après, avoir retrouvé le Temple des Vents, ou peut-être pas, peut-être qu'elle continuera son chemin ailleurs, elle ne sait pas encore, à dire vrai, et toutes ces questions lui paraissent tellement loin, parce que pour l'instant elle a vraiment le monstre en elle qui grogne, qui commence à s'éveiller doucement, à gérer, et ça devient... c'est pas encore trop complexe, elle sent que le monstre pour l'instant se languit encore un peu, il se réveille seulement, il bâille quelque part. Mais elle sait que lorsqu'il va se réveiller, ça va être assez perturbant pour elle, mais aussi pour le monde, parce que ça aura un impact réel. Donc elle va un petit peu penser à tout ça, donc la soirée sera au final pas très joyeuse, plutôt empreinte de mélancolie. Passons donc au jour 2. Avant de passer au jour 2, du coup, je vais faire ce qu'il est dit dans les règles, je vais augmenter le dé de fin. Le dé de monstre, pardon. Alors du coup, mon dé de monstre est à 4, enfin, il est au rang 1 sur le D4, donc là, il passe au rang 2 sur le D4, voilà. Plus le dé de monstre est élevé, plus mon personnage aura des attributs monstrueux, parce que tout simplement le monstre qui dort en lui s'éveille petit à petit. Lorsqu'il a un D4, déjà de base, il y a un signe distinctif qui est là, qui n'est pas forcément quelque chose de très très voyant, mais quelque chose qui peut qui peut interpeller au premier regard. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, donc du coup je vais l'exprimer. Anami, ce qu'elle a, c'est qu'elle a des dents
qui sont légèrement plus pointus que la plupart des gens. Ces canines sont un peu plus grandes aussi, un peu plus grandes. C'est quelque chose qui peut être assez perturbant, mais qui est encore du domaine de l'impression. Ça laisse une impression étrange, mais pas plus que ça. Voilà. Donc du coup, j'augmente le dé de son monstre, puisque le monstre commence à se réveiller. Et elle passera la nuit. Alors, quel temps fera-t-il le lendemain? Je retire une carte. D'accord. Lorsqu'elle se réveillera et sortira de sa tente, elle verra qu'il y a beaucoup gelé. Le paysage est emprisonné dans la glace autour d'elle, et ça lui fait un petit peu bizarre parce que c'est la première fois qu'elle voit des températures aussi basses. Du coup, elle va prendre son petit déjeuner frugal dans sa tente. Elle n'essayera pas de le faire à l'extérieur. Et ensuite, elle reprendra sa route après avoir nettoyé derrière elle les cendres et avoir rangé sa tente. Le froid est encore très vivace. À chacun de ses souffles, elle peut voir un grand nuage de buée devant sa bouche. Elle n'est pas très à l'aise. Elle est à l'aise avec le feu, pas avec le froid. Mais elle continue tout de même sa route, en sachant que là, eh bien, clairement, le paysage est blanc. Il a même certainement neigé la nuit. Une bonne partie du pays, de toute manière, plus on continue vers Obsidian, plus le pays est emprisonné dans le froid et la neige. Du coup, elle continuera tranquillement sa route. Et je vais du coup tirer un autre dé pour voir ce qu'il peut se passer en Aeronia, vu qu'on a encore un petit peu de temps devant nous. Alors... Ok. Alors du coup, alors qu'elle marche déjà depuis une bonne heure, elle se rendra compte que la route va droit vers une colline, mais beaucoup plus grande que celle où il y avait la rivière de lave qu'elle a vue la veille. Et du coup, elle appréhende déjà l'idée de devoir faire un immense détour pour pouvoir contourner cette colline. Mais en arrivant devant, en continuant la route, elle se rend compte qu'en fait il y a une grotte creusée directement dans cette colline qui permet de la traverser et ainsi de ne pas avoir à se taper peut-être un jour de marche supplémentaire pour pouvoir la contourner. Elle va s'y engager et elle va voir que c'est un chemin qui est entretenu, très clairement. Pourquoi elle voit ça? Parce qu'elle voit qu'à espace régulier, il y a des torchères qui sont changées, très clairement, régulièrement. En tout cas, d'après son estimation, celles qu'elle voit là dans son entrée, elles ont déjà dû brûler pendant une petite heure, et peut-être qu'elles pourront encore en brûler pendant au moins 4 ou 5. Du coup, il y a du passage ici, très clairement. Donc du coup, elle s'avance dans cette grotte où elle n'a pas besoin de sortir sa torche. Et rapidement, la grotte dans laquelle elle s'avance, la pierre des murs laisse place petit à petit à des couches de glace assez épaisses, jusqu'à ce qu'elle soit, à dire vrai, dans une sorte de grotte glacée, totalement glacée. Des cavernes de glace qui ne sont pas immenses, elles ont été un peu taillées histoire que l'on puisse passer dedans, mais il y a une bonne partie de ces cavernes qui étaient déjà naturelles. Du coup, elle peut contempler les immenses stalactites de glace qui parfois donnent un sentiment un peu de malaise parce que lorsqu'elle passe en dessous, elle a toujours cette petite appréhension que le stalactite tombe et qu'elle trouve une mort assez exécrable et assez rapide. Mais apparemment, non, cette grotte étant très empruntée, en tout cas, elle voit qu'il y a du passage. Durant toute la matinée, elle rencontrera même peut-être 3-4 personnes qui viennent d'Obsidian. Manifestement, cette route est empruntée. Elle rencontrera aussi une personne, et je vais tirer une carte. Ok, une personne un peu impassible,
qui n'a pas l'air très heureuse, mais qui est vêtue d'une tenue assez particulière, une tenue aux couleurs du drapeau d'Aeronia, avec une sorte de, de broche, en fait, qui signifie que cette personne est quelqu'un d'officiel, qui travaille officiellement en fait pour le gouvernement d'Aeronia, qui est gouverné par un conseil, il me semble. Et du coup, Anami va interpeller cette personne sur sa présence. Et cette personne lui répondra simplement avec un air un peu las, évidemment, que eh bien, cette semaine c'est elle qui est chargée de changer les torches le long de la caverne. Et au vu du ton un petit peu froid et un petit peu grinçant de cette personne, Anami ne va pas chercher plus que ça à discuter avec. Cette personne n'a pas l'air très agréable. D'un autre côté, elle a un peu de compassion. C'est effectivement passer sa journée à faire des allers-retours dans la grotte pour pouvoir changer des torches. C'est peut-être le genre d'activité qui rend un petit peu amère. Elle en a bien conscience. Donc du coup, elle continuera sa route. Elle ne s'arrêtera pas le temps de midi parce qu'elle n'en ressent pas vraiment le besoin. Elle mangera tout de même un petit peu de pain et certainement des denrées sèches en marchant, sans s'arrêter. Elle ne sait pas vraiment combien de temps elle marche dedans, puisqu'elle n'a plus le soleil pour pouvoir estimer l'heure. Mais au bout d'un moment, elle verra que la route se scinde en plusieurs couloirs. Il y a une petite pancarte qui est écrite en aéronien. Donc c'est un petit peu compliqué pour elle parce qu'elle ne parle pas vraiment cette langue. Mais elle a réussi à emporter avec elle quelques notes pour comprendre le minimum vital de cette langue. Et elle comprend en fait que les 3-4 passages mènent à la sortie principale sans aucun problème. Seulement il y a 2 chemins qui sont un peu sûrs. Les 2 autres sont un petit peu plus bancals. D'ailleurs il n'y a pas de torche, tout simplement. Et donc, même s'ils mènent véritablement bien à la sortie, il est assez déconseillé d'y aller parce qu'on ne sait pas trop ce qui peut s'y passer. Un ami qui recherche d'une certaine manière à communier avec la nature, c'est un de ses objectifs, se dit que peut-être cela veut-il dire qu'il y a des livres élémentaires dans ces cavernes inexplorées, pas inexplorées, mais en tout cas qui ne sont pas prévues pour le passage du tout venant. Du coup, elle décide de braver un petit peu l'interdit et de passer dans une de ces cavernes un petit peu moins sollicitées. Ce qui va me permettre d'essayer de lui mettre un petit peu d'embûche. Alors, la dernière fois l'embûche c'était le fait que le brouillard s'était levé. Donc là je vais prendre, pourquoi pas la faune. Une créature, c'est bêtement. Alors, je lance un dé. Ok. Très bien. Du coup, elle va prendre une de ces cavernes qui sont un petit peu obscures, donc elle aura sorti une de ses propres torches qu'elle aura allumée assez facilement. Et puis elle va s'avancer avec précaution, du coup. La caverne est plus petite, plus restreinte, donc il n'y a pas forcément de grands stalactites qui la menacent, donc elle se sent peut-être même un peu plus à l'aise au final. Et puis elle va entendre des pas assez lourds au bout d'un moment, au bout de peut-être une 30 minutes de marche, quelque chose comme ça. Et elle entendra un bruit caractéristique qu'elle a entendu la veille, qui est le bruit de la lave. Cette espèce de bruit bouillonnant, en fait, du sol. En s'avançant, elle verra que, effectivement, elle arrive dans un endroit de la caverne plus large, et surtout qui est illuminé de lui-même par des coulées de magma un petit peu partout. Il y a toujours... on peut toujours passer en sécurité. Le sol est assez vaste pour que on puisse passer sans avoir de problème de devoir sauter au-dessus de la lave ou ce genre d'acrobatie. Non, non.
Cependant, effectivement, il fait tout de suite beaucoup plus chaud à cause de toute cette lave qui est présente partout. Mais surtout, là où elle va ressentir une sorte de danger, elle verra un immense lézard, immense, plus long que 2 ou 3 chevals, sans compter la queue, au moins aussi haut qu'1 ou 2 chevals. Si je dis 1 ou 2 chevals, du coup je suis obligé de dire 1 ou 2 chevaux. Enfin bref, donc vous voyez ce genre de taille quand même assez volumineuse. Et cette espèce d'immense lézard, aux écailles un peu noirâtres, parsemées par-ci par-là d'écailles un peu plus colorées, un peu plus orangées, a l'air presque constitué de braise en fait. On voit les écailles mais on voit qu'il fume littéralement, comme si la chaleur de son corps émettait lui-même une grande source de chaleur. Du coup elle va un petit peu s'approcher, elle va sortir sa lance, la garder en main, pas se montrer vindicative, mais en tout cas avoir son arme à portée de main au cas où cette immense créature devienne un problème. Et en s'approchant, elle sentira qu'effectivement la chaleur augmente considérablement à l'approche de ce reptile qui a l'air plutôt placide, mais effectivement un petit peu menaçant de par sa simple présence. À dire vrai, il est tellement grand et ses pattes sont griffues. Elle sait que si elle se prend un coup de cette patte, les dégâts seront vraiment sérieux, d'autant que vu la chaleur qu'il dégage à distance, de près ça doit être vraiment terrible, et peut-être même que certains de ses équipements pourraient prendre feu à son contact, elle ne sait pas. Donc elle essaye de s'en approcher et de continuer la route, tout simplement parce qu'elle se rend compte que ce lézard a l'air de dormir, ou en tout cas de se reposer, il n'a vraiment pas l'air méchant, mais il est un peu au milieu de la route, en tout cas sa queue passe sur la route, donc c'est un petit peu périlleux. Plus elle s'approche, plus le reptile va la regarder avec insistance, peut-être se sent-il menacé. Elle essaye de faire passer par son comportement et dans son regard qu'elle n'est pas une menace, mais est-ce que cet animal comprend? Est-ce que c'est plus qu'un animal? Elle ne sait pas vraiment. Elle va essayer de lui parler 2-3 fois pour lui demander gentiment de la laisser passer. Le lézard ne va pas ni répondre, ni changer son comportement, ni bouger. Du coup, plus elle essayera de s'en approcher tout en le détournant, plus elle sera sur ses gardes. Elle sentira que le reptile, lui aussi, en fait, est sur ses gardes et a un petit peu peur que cette créature armée d'un pic vienne essayer de l'ennuyer. D'un autre côté, il est tellement grand qu'il ne ressent pas vraiment de menace. En tout cas, il en a pas l'air. Mais Anami, elle n'est vraiment pas rassurée. Du coup, lorsqu'elle approchera vraiment de lui, qu'elle sera à 2-3 mètres de cette immense queue qui fait vraiment penser à une sorte de tas de braises agglomérées, et avec la chaleur qui est à peu près aussi la chaleur d'un tas de braises, elle sentira un petit manque de courage, à dire vrai. Doit-elle vraiment passer par-dessus? Elle va y réfléchir un petit peu et décider que de toute manière elle est bien trop engagée et qu'elle n'a plus vraiment le choix. Cependant, elle va décider d'utiliser donc sa compétence liée au corps, à ses compétences physiques donc, pour prendre de l'élan et sauter par-dessus la queue du lézard. Alors du coup, elle a 8 encore. J'ai choisi d'augmenter. Quand on crée un personnage, on choisit entre corps et équipement. Et il y en a un qui commence à un D8 et l'autre à un D6, tout simplement. Du coup, elle a choisi le corps. Je lance le dé. Si c'est au-dessus de 4, c'est gagné. Ah, non. C'est moche. C'est un 2.
Alors, dans le jeu, lorsque l'on échoue à un défi ordinaire, puisque c'est un défi ordinaire, il y a plusieurs approches possibles. Personnellement, là, je vais décider de ne pas dégrader son dé de corps. Par contre, il va y avoir une riposte du donjon. Autrement dit, je vais augmenter le rang du donjon, donc le donjon final. Et pour justifier ça, en fait, du coup, je vais décrire la scène suivante. Alors que Anami prend de l'élan pour sauter par-dessus le bout de l'immense queue du lézard de braise, le lézard ne va pas aimer ce mouvement trop rapide et trop brusque par rapport à tout ce qu'il avait observé depuis l'arrivée de cette étrange créature sur son territoire. Et du coup, il va bouger tout simplement sa queue. Et le problème, c'est que du coup, Anami va trébucher dessus. Et en trébuchant, elle va lui taper dedans assez violemment, sans évidemment le vouloir, hein, ce n'est pas son but. Et du coup, le lézard va être décontenancé. C'est la première fois qu'une créature aussi petite essaye de l'attaquer. Et pris de panique, il va hurler, ce qui va faire trembler la caverne de manière assez sinistre. Et il va s'en aller en sautant dans une sorte de petit étang de lave, laissant derrière lui une traînée de brûlés. Très clairement, ça ne présage pas du bon. Ce qui va en découler, en fait, ce que Anami ne sait pas, hein, mais c'est qu'en fait, ce lézard, à partir de maintenant, il va être hostile envers toutes les créatures plus petites que lui, de peur en fait de nouveau que cette créature l'attaque. Et du coup, c'est les cavernes de glace qui sont traversées par la route, même les autres chemins plus sûrs, maintenant ne le sont plus, tout simplement parce que il y a un lézard immense qui considère que c'est son territoire et qu'il y est peut-être temps de faire valoir ce petit point aux autres qui le traversent sans lui demander. Et du coup voilà, maintenant désormais ce lieu n'est plus sûr, hélas, à cause de ce mauvais jet. Anami, elle, du coup, va courir pour s'échapper. Non pas que le lézard la poursuive, mais au vu de la situation, elle est un petit peu prise de panique. Hein. Et du coup, elle va courir peut-être une dizaine de minutes avant de s'arrêter, le souffle court. Elle verra que la grotte dans laquelle elle est de nouveau gelée et qu'elle n'a plus beaucoup à marcher avant de rejoindre l'artère principale de la caverne. Ce qu'elle va faire. Et pour se remettre un petit peu de ses émotions et de ce qui vient de se passer malheureusement, elle va juste s'asseoir au sol contre le mur afin de se reposer un peu. Et je vais arrêter ce podcast ici, 30 minutes ça me paraît pas trop mal. Et donc la prochaine fois, nous poursuivrons les aventures d'Anami qui, hélas, a mis la région en danger en réveillant la colère d'un lézard placide. Comme quoi, hein, avec les jets, il arrive toujours des trucs assez intéressants. Bon, bah pour le coup, j'espère que ce deuxième podcast vous aura plu. J'ai l'impression d'avoir été un peu plus molle que le premier, mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire, on verra bien pour la suite. Je me rappelle plus bien des règles parce qu'évidemment j'ai lancé le podcast, enfin l'enregistrement du podcast, mais je n'ai pas révisé les règles du bouquin. Du coup, il faudra que je me le refasse parce que je ne sais plus comment on baisse le dé de donjon. Parce que du coup, avec un sale effet comme je viens d'avoir, il vient de grimper drastiquement. Enfin bref, du coup, je vais réviser un petit peu les règles, promis pour la prochaine fois. Pareil, hein, attendez peut-être 15 jours. Enfin, bon, j'avais un petit peu oublié de l'upload, le podcast, donc bref. Mais en tout cas, ce sera plus maintenant vers fin avril, début mai, ouais, ou l'épisode 3, où je posterai l'épisode 3. Et donc j'espère que eh bien, cette aventure vous a plu. Et n'hésitez pas du coup eh bien, à vous abonner et à attendre la suite. Du coup, je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez vos masques, s'il vous plaît. Et eh bien, à la prochaine. Salut!